Donc on a une réserve assez jeune, au port de Toulouse, 600 hectares quasiment classés, 15 km de long, avec un périmètre, vous voyez, vous allez comprendre notre problématique, confetti. Grosso modo, on s'est appuyé en fait sur le bon vouloir des propriétaires privés publics pour l'intégration dans la réserve naturelle régionale. Donc il y a des propriétaires qui ont dit oui, d'autres qui ont dit non. Donc derrière, on va voir les contraintes que ça amène par rapport à ça. Autre contrainte, jeu d'acteurs aussi conséquent, 11 communes, 4 intercommunalités, une multiplicité de propriétaires, une trentaine de propriétaires privés donc, qui ont joué le jeu, qui ont intégré la réserve naturelle. Sur les 300 qui ont été consultés, vous le verrez tout à l'heure à la base. Et en plus, ce sont des toutes petites propriétés privées, ce sont souvent des parcelles morcelées sur les coteaux secs. Donc 33 hectares, tout le reste c'est du public. 10 propriétaires publics, ça va de l'État, donc on est sur du domaine public fluvial, autre contrainte aussi pour nous par rapport au foncier. Donc c'est un domaine public qui n'est pas forcément cadastré et qui peut bouger en fonction de l'évolution de nos cours d'eau. Département, commune, intercommunalité. Deux visages pour notre réserve naturelle aussi d'un point de vue écologique, avec la pleine inondation de l'Ariège puis de la Garonne, donc zone humide et tout ce qui est milieu associé au cours d'eau. Puis un visage totalement différent sur les coteaux secs où viennent buter en fait les cours d'eau, où là on a une végétation totalement différente, type méditerranéenne et à la faune associée à ce type de milieu. On peut passer. Juste pour que tout le monde soit au clair, on est sur une réserve naturelle régionale, donc un espace protégé à des fins de conservation de la nature. C'est bien un outil réglementaire, au même titre qu'une réserve naturelle nationale, sauf que l'autorité tutelle, c'est la région et non l'État, donc avec un statut juridique, et notamment un droit qui s'applique à toutes les réserves naturelles, qui est qu'on ne peut ni modifier ni l'état ni l'aspect d'une réserve naturelle. En gros, si on était bête et méchant, un propriétaire privé qui veut couper une branche, il est obligé de demander l'autorisation à la région. Donc vous comprenez qu'il y a des propriétaires privés qui ont hésité à rentrer dans le projet. Et il y a une réglementation à la carte, c'est-à-dire qu'il y a certains usages qu'on peut réglementer dans une réserve naturelle. Par exemple, pour nous, on n'a pas réglementé le deltaplane parce qu'il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça et puis il n'y a pas d'usage. Par contre, on a réglementé les activités pastorales et autres. Et c'est donc une servitude d'utilité publique, donc c'est un classement qui est opposable au document d'urbanisme. C'est annexé au PLU et au POS, enfin au ancien POS. C'est aussi un espace géré, il y a un plan de gestion, 5 à 10 ans, qui définit nos objectifs et nos actions qui seront mises en place sur ce territoire, qui est géré de manière concertée. Il y a un comité consultatif qui est composé par de 4 collèges, État, scientifiques, propriétaires privés, intercommunalités et collectivités et associations de protection de la nature. Et il y a un gestionnaire identifié, dans notre cas c'est Nature en Occitanie, sous convention avec la région. Je suis désolé, je vais très vite, mais c'est pour gagner du temps. Je veux bien qu'on change. Donc on est sur notre plan d'inondation, avec un espace qui a justifié son classement en réserve naturelle régionale, avec des espèces patrimoniales, des services écologiques rendus, vous imaginez les zones d'expansion de crues, c'est tout ce que vous avez en bleu et violet, corridor écologique, axe grand migrateur, notamment la trame bleue, tout à l'heure on en parlait dans tout ce qui est TVB, on peut changer. Fonction économique, il y a des espaces agricoles qui ont été intégrés dans le périmètre de la réserve naturelle et espaces agricoles, on va dire, entre guillemets, intensifs. On est sur une plaine alluvionnaire, donc très fertile. Donc il y a des espaces agricoles de type maïsiculture autre qui ont été intégrés dans la réserve naturelle. On est aussi sur des enjeux de ressources en eau. 80% de l'eau de Toulousain est prélevée dans la réserve naturelle, donc avec des responsabilités par rapport à la qualité et la quantité de ressources en eau. On est aussi aux portes de Toulouse, donc espace de détente, de loisirs, forte fréquentation. Pour un ordre d'idée, en juillet-août, on est sur des estimations à 40 000 personnes qui viennent sur le territoire de la réserve naturelle et autant le reste de l'année. Et une fonction pédagogique, c'est-à-dire qu'on est un territoire très visité pour tout ce qui est université, collège, école, avec un rôle d'éducation à l'environnement. Et pour vous expliquer aussi le contexte de création, c'est un projet qui a mis longtemps à émerger. C'est un projet qui a été initié par Nature en Occitanie en 2001. Création de la réserve en 2015. Donc vous voyez un peu aussi le contexte et ça a mis longtemps à accoucher, on va dire. Donc première phase diagnostique jusqu'en 2004. Puis à partir de 2005, une mobilisation des acteurs locaux
élus, fédération de pêche, de chasse, kayakistes, etc. pour aboutir en 2007 à la création de l'association qui s'appelle Confluence Garonne-Ariège et c'est cette association qui a porté le projet de création d'un réserve naturelle. C'est une association assez atypique qui regroupe un peu tous les usagers et acteurs du territoire. Ce qui fait que vous allez voir derrière, pour nous c'est plus simple après de mettre en place des actions et notamment foncières. Donc cette association a porté une charte qui s'est déclinée par un programme d'action divers et variés. Et en 2009 a été lancée donc, la construction d'un réserve naturelle par des réunions publiques, des ateliers, la rencontre, la mobilisation des propriétaires privés et publics, etc. Et à partir de 2011, le dépôt du dossier en région, la consultation, les avis, etc., l'instruction du dossier, donc qui a abouti en 2015. Vous avez le cadre. Donc maintenant, démarche foncière qui a été initiée depuis quelques temps maintenant, repose sur le constat que vous avez vu, quasiment 15 ans pour aboutir à un classement. Je l'ai mis dans le positif, mais ça a été long et compliqué, avec de multiples rebondissements. Une surface publique qui est importante, donc qui, comme disait Daniel, c'est assez facile du coup en termes d'intervention sur le terrain. Et le fait que ce soit l'association Confluence qui ait porté ce projet, qui ait eu une concertation large et l'implication des acteurs, fait que maintenant dans la gestion de la réserve, il y a par exemple des mises à disposition d'agents municipaux pour l'entretien de la réserve, il y a les élus qui portent le discours et le plan de gestion de la réserve, etc. En point faible, on a très peu de propriétaires privés et notamment les agriculteurs. Donc, je disais qu'il y avait quelques parcelles agricoles. Dans le règlement de la réserve, on a aussi été très, on va dire, très light sur les prescriptions, c'est-à-dire que grosso modo, ils peuvent tout faire sauf retourner les prairies existantes, à raser des ou autre. On était plus parti sur l'objectif d'être incitatif et non répressif. D'où cette idée de règlement un peu light. Mais par contre, les agriculteurs ont eu un peu peur de cet aspect réglementaire. Et on est aussi sur un secteur où il y a une spéculation foncière et agricole, avec des terres assez fertiles, et aussi un phénomène de périurbanisation, du coup, des contraintes et des pressions urbaines importantes. Les élections municipales sont passées par là en 2014. Donc des communes ont eu l'équipe municipale qui a évolué, qui a changé, et grosso modo, certaines se sont retirées complètement du projet. Ce qui fait que notre périmètre, à la base, était plus large que ce qu'il est aujourd'hui. Donc on a un périmètre classé morcelé avec des enclaves. Pour nous, c'est des contraintes de gestion, mais aussi une contrainte de lisibilité par rapport à tous les usagers et acteurs locaux qu'il y a. En gros, on se promène sur un sentier, 100 mètres plus loin, on est dans la réserve, 100 mètres plus loin, on n'y est plus, donc très compliqué de faire appliquer notamment le règlement. Et on a des zones à enjeu qui avaient été identifiées initialement qui ne sont pas prises en compte, notamment en bord des zones humides en bord d'Ariège. L'opportunité qu'on y voit par contre, c'est la dynamique partenariale que ça a pu créer avec ces 15 ans de concertation et de la création de l'association Confluence. Et depuis quelques temps maintenant, on est sollicité pour la mise en place de mesures compensatoires foncières. Donc ça, c'est ce que vous allez voir après, ce qu'on a essayé de mettre en place pour des projets donc impactants, projets limitrophes qui impactent directement la réserve ou en périphérie. Et les menaces, pression urbaine, vous vous en doutez, on est au port de Toulouse, donc avec des communes très dynamiques, d'un point de vue démographique et urbanistique. La fréquentation aussi qui est importante et en augmentation. On a des coteaux qui sont sous pression sylvicole, c'est-à-dire qu'il y a une exploitation de plus en plus forte, avec aussi d'anciennes peuplures artificielles en zone d'expansion de crue. On a, un peu comme partout, des activités agricoles, soit qui s'intensifient plutôt en plaine agricole, soit qui sont complètement abandonnées sur les coteaux, donc tout ce qui était notamment pastoralisme. De la spéculation foncière, de toutes les propriétés privées, et un phénomène de plus en plus marqué, en gros la réserve est un peu une enclave maintenant dans la zone urbaine métropolitaine toulousaine. Donc avec la fragmentation et la trame RT2 qui est impactée par rapport à ça, donc on risque d'être isolé du reste du monde, si je puis dire. Donc là, la démarche foncière s'appuie sur grosso modo deux objectifs: améliorer notre cohérence territoriale par rapport à cet effet confetti que vous avez vu, et maîtriser le foncier et ou les usages sur un territoire d'opportunité un peu plus large que le simple territoire qui est classé aujourd'hui. Donc, des quelques opérations qu'on a lancées, c'est une veille SAFER, avec
ce qu'on appelle vigie foncier. Donc en grosso modo, c'est la SAFER, c'est un service payant. Hein. Donc la SAFER aussi, Daniel le disait, a son rôle à jouer là-dedans. Je crois que il y a un exemple derrière. Voilà, vigie foncier, grosso modo, c'est ça. C'est un outil cartographique qui est actualisé à chaque notification de notaire. Grosso modo, là, il y a une parcelle qui s'est vendue, etc., etc. Donc, on est au courant dans la semaine qui suit normalement la notification chez le notaire. Et derrière, ça nous permet d'intervenir avec la SAFER ou pas, d'aller rencontrer le vendeur ou l'acquéreur pour mettre en place quelque chose avec eux si on identifie un enjeu particulier. Est-ce qu'on peut revenir juste un peu en arrière? Oui, c'est ça. Ok, on peut passer. Donc derrière, ça nous permet de mettre en place certains dispositifs, notamment avec des communes, donc qui sont partenaires de la réserve naturelle, et qui ont pour le coup le droit de préemption et qui peuvent demander à la SAFER d'intervenir pour leur compte. On a eu le cas d'une enclave sur la réserve naturelle où une commune s'est portée acquéreur et a fait jouer son droit de préemption, et derrière nous le met en convention de gestion, par exemple. On a fait jouer aussi le partenariat avec le SEN, c'est-à-dire que le SEN est intervenu pour le compte de la réserve naturelle sur des parcelles pour de l'acquisition et après une mise à disposition mise à gestion par la réserve naturelle. On a aussi initié, mais pour le moment qui n'ont pas abouti, des prospections et des sensibilisations avec des propriétaires privés pour du conventionnement. Et par contre, on a aussi réussi à faire quelques acquisitions de gré à gré, c'est-à-dire qu'un vendeur s'est manifesté et on a pu faire une acquisition. Ça, c'est un premier volet assez classique, je pense. On peut passer. Sur la mise en œuvre de mesures compensatoires, donc ça c'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous. Donc on t'attend encore un peu sur les tenants et aboutissants, on essaie de formaliser un peu le cadre. Mais ce qui a été fait avec deux porteurs de projet, c'est qu'on a une convention qui nous lie. En gros, le porteur de projet doit compenser. On conventionne avec lui pour mettre en place des mesures compensatoires foncières. Pour le moment, on s'est engagé que sur ça. Sur notre territoire d'opportunité. Donc, en périphérie de la réserve naturelle, on ne peut pas, on n'a pas conventionné sur l'acquisition dans le périmètre déjà classé, parce qu'il n'y aurait pas eu de plus-value, vous en doutez, écologique. Donc, on fait des prospections ciblées. Notre porteur de projet doit compenser sur de la lande, sur une friche, sur un bois. On fait une veille avec la SAFER via une convention tripartite donc qui nous lie SAFER, porteur de projet, réserve naturelle, enfin association Néo. Et on fait de la prospection. Là, on fait une recherche active. On n'attend pas qu'il y ait une vente pour intervenir. Là, on fait vraiment de la recherche sur des milieux ciblés pour de l'acquisition auprès de propriétaires privés. Et derrière, je veux bien que vous passiez. Encore un coup. Et derrière, via notre convention avec le porte-projet, Néo se porte acquéreur et s'engage dans la gestion avec des financements du porteur de projet. On s'engage aussi à intégrer les nouvelles parcelles dans le périmètre de réserve naturelle, donc pour améliorer notre cohérence et augmenter la surface protégée. Et ça nous permet aussi de mobiliser le droit de préemption de la SAFER. On a eu le cas encore dernièrement où, en gros, vu qu'on est sous convention avec la SAFER peut faire jouer son droit de préemption pour le volet que disait Daniel environnemental. Pour nous, par contre, si on s'engage sur la compensation, ce n'est pas anodin et donc on a essayé de cadrer un peu les choses, c'est-à-dire est-ce que la compensation est acceptable pour notre association? Est-ce que l'intérêt public majeur, l'intérêt général est bien prouvé? Quel est l'avis du CNPL, CSAPN sur ce projet? Où est-ce que ça se situe? Est-ce qu'il y a un impact sur une espèce ou un habitat rédhibitoire? On a eu le cas par exemple d'une demande pour la compensation d'une station de trèfle maritime où il n'y avait pas de compensation possible et pour nous du coup ça a été rédhibitoire, on a refusé le conventionnement. Par rapport au projet, est-ce que l'étude d'impact est de bonne qualité? Est-ce qu'il y a des inventaires sur les 4 saisons? Est-ce qu'il y a la bibliographie qui a été prise en compte, etc. Est-ce que les impacts ont bien été analysés? Est-ce que ces niveaux d'impact du coup et surtout les effets cumulés, on essaye de rechercher ça, sont acceptables? Et est-ce que les mesures d'évitement de réduction sont acceptables aussi? Derrière, du coup,
sur la compensation. Est-ce que la compensation proposée est bien cohérente et est-ce qu'il y a une vraie plus-value? Je dis n'importe quoi, mais si il y a 1 hectare de prairie et la compensation c'est 1 hectare de prairie, mais qu'il n'y a pas de restauration d'1 hectare de plus de prairie, par exemple, ça peut être rédhibitoire. Le ratio de compensation est important. La durée aussi de compensation, parce qu'il y a eu... Pourquoi on s'engage là-dedans aussi, c'est que des fois les mesures compensatoires ne sont pas forcément satisfaisantes. Donc on essaye de cadrer ça avec notamment la durée de compensation, la pérennité. On accorde notre conventionnement que si c'est de l'acquisition et pas du conventionnement de propriété. Il y a eu le cas par exemple d'un propriétaire qui voulait faire un bail sur 30 ans pour de la compensation. Pour nous, ce n'est pas une compensation pérenne et du coup on a refusé aussi ce conventionnement. Pour nous aussi, ce qui est important, c'est que notre association soit propriétaire, qui est la maîtrise des usages et de la propriété, de tous les droits de la propriété, qui est une prise en charge financière par l'auteur de projet, mais de toute la charge financière, donc les frais SAFER, les frais de notaire, les taxes foncières qui vont induire, la gestion qu'il va y avoir aussi derrière, etc. Et que les indicateurs et les suivis soient bien définis au départ. Parce que le suivi d'une compensation, des fois c'est marqué il y aura un suivi de la compensation, mais on ne sait pas sous quels critères, s'il va y avoir vraiment un indicateur sur l'efficacité de la restauration, par exemple, d'un milieu. Autre piste envisagée, malheureusement on n'est pas comme dans l'Hérault, dans le 31, les ENS ce n'est pas tout le département, donc c'est certaines zones identifiées. Par contre, on essaie de débloquer une ligne budgétaire pour faire de l'acquisition en périphérie de la réserve naturelle. Il y a aussi les établissements publics fonciers qui ont une part environnementale normalement dans leur attribution. Donc on essaie de développer un partenariat avec eux sur ce point-là. Ce qui pourrait être fait aussi, c'est travailler sur l'extension de notre périmètre classé. Par contre, vous avez vu, on a mis 15 ans à aboutir. Donc si on refait la même moulinette, on n'est même pas sûr d'arriver au résultat actuel. On peut par contre créer un périmètre de protection autour du périmètre déjà classé. Donc c'est une procédure un peu plus souple, on va dire. C'est juste une enquête publique. Ouais, juste. On peut aussi travailler d'un point de vue réglementaire et policier sur l'extension de compétences territoriales des agents assermentés. C'est-à-dire que, par exemple, Jérémia qui est là pourra en parler, ils sont compétents sur l'ensemble du département du Gard. Nous, avec mon collègue donc Geoffrey, on est compétents que sur le périmètre de la réserve naturelle. Donc il suffit qu'il y ait la dégradation d'habitat à côté, on ne pourrait pas intervenir. Donc c'est une piste qui peut être envisagée. Et à plus large échelle, sur tout ce qui est mesures compensatoires, là on est sollicité au cas par cas. Il pourrait être envisagé, vu que les communes et les collectivités sont partenaires, d'avoir une convention cadre et de bien cadrer sous quelles conditions on pourrait envisager de la compensation sur le périmètre d'opportunité de la réserve naturelle. Donc au final, je vais passer vite, vous voyez un peu les surfaces que jusqu'à aujourd'hui ça représente. On est à peu près à une 50aine d'hectares qui vont être du coup acquis par notre association. Donc c'est quasiment 10% de plus que notre surface classée, donc c'est pas négligeable. Via de la compensation ou via des financements autres, notamment région, agence de l'eau. On peut passer et je vous ai mis juste une carte de localisation. Donc en orange, vous avez le périmètre d'opportunité. Grosso modo, c'est les espaces à enjeu écologique qu'on avait identifiés à la base de la création de la réserve naturelle, plus des corridors écologiques, en tout cas le départ de corridors qui avaient été identifiés. Et vous avez des parcelles, donc là c'est des parcelles en cours d'acquisition. Là, c'est des parcelles où on a, on va dire, commencé à prospecter avec les propriétaires. Là, c'est un conventionnement avec un propriétaire qui n'a pas abouti. Là, c'est la préoption SAFER qui est en cours. Enfin voilà, quelques exemples. Donc, vous voyez qu'on intervient sur ce périmètre donné et sur des surfaces données. J'ai été très rapide. Un grand merci. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, une ou deux questions. Oui. Plutôt qu'une question, tu m'as dit que je pourrais préciser des points, donc j'en profite. Je vous ai parlé brièvement tout à l'heure de la veille active et de la veille passive avec la SAFER. Donc la veille passive, c'est l'outil Vigifoncier dont vous parle Mathieu. Il y a des notifications dans la semaine, elles nous arrivent sur votre boîte mail.
Donc vous savez qu'il y a un mouvement foncier sur le secteur. À vous d'ouvrir le mail, d'aller voir dans le Vigifoncier où ça se situe, ce que c'est comme parcelle. La veille active, c'est typiquement pour les mesures de compensation qu'il évoque, où là, il y a un secteur donné qui a été validé scientifiquement comme étant effectivement de la bonne compensation, qui par le CNPN ou par le CSRPN, et à ce moment-là, vous dites, il dit à la SAFER, je veux acheter ces secteurs-là. Et donc la veille active, c'est que la SAFER écrit aux propriétaires les démarches, cherche à les inviter à vendre, de manière à ce qu'ils puissent se retrouver propriétaires des parcelles. Et donc en fonction du degré d'urgence, de menace et de financement dont vous disposez, les deux outils sont complètement complémentaires. Et l'exemple de la réserve est très bon pour ça. Donc il y a une veille passive sur le périmètre et une veille active sur un petit bout dans le cadre des mesures de compensation. Sur la veille passive, ce que j'ai pas dit, quand la notification, la SAFER a 2 mois pour préempter. Sachant qu'il y a 1 mois d'instruction avec avis de l'ADREAL et compagnie, que le disait Daniel. Donc en gros, on a 1 mois pour dire ok, on veut préempter cette parcelle. Donc derrière, ça veut dire aussi qu'il faut avoir les lignes budgétaires pour assurer derrière, etc. Et voilà, si ça tombe pendant les congés, c'est mort. Sachant que les délais peuvent être en plus raccourcis. C'est-à-dire que l'acquéreur peut demander à raccourcir ses délais de préemption. Peut-être plus qu'une question, si on est sur un réseau d'échange, on est sur des, ce que vous avez expliqué ce matin, sur des procédures un peu dans le même esprit, sauf qu'on a un fonctionnement complètement différent. Moi, la SAFER, je sais pas, je parle de collègues de la Chambre et du SEN, mais moi je ne les ai jamais vus, on ne s'est jamais contactés. Et ce rôle de veille foncière, c'est le département qui l'assure, qui a un service foncier qui reçoit toutes les DIA, et c'est le département qui collecte des syndicats de bassin, du SEN, des zones à enjeu, et qui alerte les collectivités quand il y a une DIA qui tombe sur une parcelle à enjeu. Puis effectivement après on sort les lances à incendie pour le plus rapidement possible, savoir s'il y a un potentiel et aller sur la préemption. Nous, sur le secteur de la plaine de l'Aude, par rapport à l'enjeu zone humide, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de travailler avec les communes pour transférer de leur préemption sur des zones enjeux environnementaux forts, les zones humides, vers la communauté de communes. Par rapport aux petites communes, on est allé voir déjà la commune de Notre-Dame-de-l'Aude, on sur des cours favorables pour essayer de limiter cet effet à intervention en pompier dès qu'il y a qui tombe. Bon, enfin, je pense que sur ces problématiques-là, c'est vrai qu'on a sur chaque département presque l'impression qu'il y a un fonctionnement spécifique qui s'est développé. Dans notre cas, notre association a pris le Vigifoncier alors que les collectivités l'ont déjà sous leur tutelle. Mais en fait, c'est le manque de réactivité qui fait qu'on a préféré avoir cette compétence. Pour complément, les DIA, donc, ce sont les notifications obligatoires quand il y a un mouvement, un changement de propriétaire qui s'annonce. Les destinataires obligatoires de ces DIA sont les personnes qui peuvent préempter. Donc là-dedans, il y a la SAFER. Le département de l'Hérault, il est très particulier parce que ça n'est valable que pour les ENS et il n'y a pas d'autres départements qui ont dit que tout le territoire était susceptible d'eux. Donc ce qui marche dans l'Hérault, ça ne peut pas fonctionner ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça la raison en fait, c'est ça le lien. Sinon, si un autre opérateur, si un autre département voulait faire ça et jouer ce rôle dans une mesure de conservation, et parce qu'il y a des départements qui, à défaut de dire que ça pouvait être partout qu'il y avait des ENS, certains ont été très vagues dans la définition. Et typiquement, ils disent que les zones humides rentrent dans la politique ENS. Sauf que les zones humides, c'est pas caractérisé, c'est pas inventorié partout, donc c'est difficile potentiellement. Donc ce département-là, par exemple, pourrait demander un abonnement Vigifoncier pour voir les DIA et les transférer. Donc jouer le même rôle que le CD 34 sans pour autant avoir ce périmètre-là. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas.